Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal de ce 30 septembre 2021. 8e congrès de l'Ordre des pharmaciens du Burkina. Les congressistes jettent un regard dans le passé pour mieux faire face à l'avenir et offrir aux populations des services de qualité répondant à l'évolution actuelle du monde. Dans un instant, découvrez la substance de leur rencontre. Également, dans ce journal, il sera question de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale, orientée vers le projet de loi de finances exercice 2022. Alassane Bala Sakandé fait aussi un tour d'horizon de l'actualité politique, sociale et économique du pays. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation accusé de viol. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte. Kwadio Konan-Bertin, se reconnaissant pas dans les faits, a riposté. L'Ordre des pharmaciens du Burkina a procédé ce matin à l'ouverture de son 8e congrès à Ouagadougou. Sur une durée de 3 jours, les participants à ce rendez-vous réfléchiront sur les actions à entreprendre pour mieux s'adapter aux besoins des populations. Pour ce faire, ils devront tenir compte d'un certain nombre de paramètres, dont les nouvelles technologies. Ce congrès marque également les 20 années d'existence de l'Ordre. Fatimata Nikema vous en parle. Les pharmaciens face au défi des innovations techniques et technologiques. C'est autour de ce thème que se mêleront les échanges de ce 8e congrès de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Ce congrès qui durera 3 jours permettra aux congressistes de réfléchir sur leur corps de métier 20 ans après. Parce que nous allons regarder pour chaque métier de la profession, qu'est-ce qui a été fait en 20 ans. Ça veut dire le secteur de l'officine, le secteur de la préparation, le secteur de la biologie médicale, au niveau de l'administration. Nous allons revisiter la réglementation pharmaceutique, voir comment l'adapter au contexte présent, au contexte des droits des patients, des nouveaux droits des patients. Et nous allons aussi regarder comment se fait la formation des pharmaciens d'aujourd'hui. Est-ce que cela est adapté pour le futur de notre profession ? Pour le futur de cette profession de pharmacien et pour le bien-être de la population, les participants à ce congrès formuleront des recommandations au terme des activités. Selon le président de l'Ordre national des pharmaciens, ces recommandations viendront répondre aux préoccupations des populations quant à la qualité et à la disponibilité des médicaments. Nous allons davantage renforcer cela parce que c'est notre rôle premier. Et comme vous le savez, sans médicaments, il n'y a pas de système de santé. Donc notre devoir est de voir tous les jours comment garantir l'importation et la disponibilité des médicaments au service des populations. Mais en tant qu'ordre des pharmaciens, c'est également nous rassurer que les pharmaciens exercent toujours leur profession conformément à l'éthique professionnelle, conformément à la déontologie. C'est cela qui garantit qu'il y a un service de qualité qui est toujours mis à la disponibilité des patients. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, représentante du patron de la cérémonie, a transmis toutes les félicitations du gouvernement à l'endroit de ces pharmaciens, tout en traduisant la disponibilité du gouvernement à soutenir l'Ordre national des pharmaciens. Elle a invité les premiers responsables à plus d'abnégation dans le travail, dans l'intérêt du citoyen burkinabé. Quand on sait aujourd'hui l'impact que les médicaments hors pharmacie font sur les citoyens, aujourd'hui, plus que jamais, ils doivent travailler pour disponibiliser les médicaments et puis avec un coût réduit afin de permettre aux populations de se soigner à moindre coût. Donc aujourd'hui, au nom du gouvernement, nous allons les féliciter et leur dire que nous serons toujours à leur côté pour qu'ils aillent mieux et qu'ils fassent mieux pour l'intérêt du peuple burkinabé. Rappelons que cette cérémonie d'ouverture du congrès a été marquée par une série de décorations et une visite de stand. Et ce 20e anniversaire de l'existence de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso connaîtra son épilogue avec un gala de bienfaisance le 2 octobre prochain. La radio Jeunesse Sahel, RJS, est la nouvelle radio commune au pays du G5 Sahel.
Ce jeudi 30 septembre 2021, le comité de pilotage de la RJS s'est retrouvé afin de peaufiner le projet. La radio Jeunesse Sahel est née de la volonté de l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec le secrétariat du G5 Sahel et cofinancée par l'Union européenne. Tous les détails de ce futur outil de communication et d'expression dans le Sahel dans ce reportage de Ami Valiant commenté par Simon Wissou. La radio Jeunesse Sahel RJS est un programme transnational et généraliste à but non commercial qui touche les 5 pays de la région du Sahel. Ce projet a pour objectif de proposer un nouvel espace d'expression pour la jeunesse afin qu'elle se sente concernée et impliquée dans la construction du vivre ensemble. Son siège régional est basé à Ouagadougou et elle dispose de 4 autres stations dans chacune des capitales des pays membres du G5 Sahel, selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères. On avait déjà signé les accords concernant cette radio. Et depuis lors, il y a eu des avancées notables dans la réalisation du projet en termes à la fois de contenu comme en termes techniques. Et aujourd'hui, ce comité de pilotage va faire le point de l'évolution du projet et voir les orientations qui peuvent être données et comment est-ce qu'on peut booster l'évolution du projet afin que en novembre, dans quelques semaines, que le projet puisse démarrer effectivement sur les zones, à la fois à Ouagadougou où se trouve le siège et au niveau des autres États membres du G5 Sahel. Ce programme dénommé Radio Jeunesse Sahel est cofinancé par l'Union européenne avec une contribution de 2 millions d'euros pour une durée de 16 mois. Elle cible principalement un public jeune entre 15 et 35 ans et s'attache à parler à chacun dans sa diversité. Nous soutenons avec beaucoup de plaisir parce que ça va donner une voix aux jeunes dans les pays du Sahel et va leur donner la possibilité de s'exprimer, de communiquer entre eux, mais aussi d'avoir une influence sur les débats politiques et qui puissent avoir un impact aussi sur le développement socio-économique et politique de leur pays. La grille des programmes de la radio Jeunesse Sahel sera déroulée à partir du 21 novembre prochain en français, arabe, bamanankan, moré et haoussa. Mais avant, les membres du comité consultatif du projet Radio Jeunesse Sahel vont se réunir pour faire le point de la mise en œuvre du projet et l'orientation stratégique. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a procédé ce mercredi 29 septembre à la signature de 2 accords de convention à Ouagadougou. Le premier, signé avec la Banque mondiale, apporte sur le financement du projet régional du corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey. Le deuxième accord avec la Banque africaine de développement, lui, va permettre la mise en œuvre du projet d'électrification et de développement des connexions à l'électricité. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Le montant du premier accord de financement signé entre le ministère en charge de l'économie et la Banque mondiale est estimé à environ 145 milliards de francs CFA. Ce financement qui va permettre la mise en œuvre du projet régional sur le corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey est composé d'un don de 71 milliards de francs CFA et d'un crédit du même montant. L'objectif général de ce projet est d'améliorer la résilience des populations et la qualité des services de transport le long du corridor régional entre le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Donc ce projet de corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey est un projet qui va permettre aux 3 pays de pouvoir construire une économie de transport beaucoup plus forte dans le sens de nous permettre non seulement de gagner en temps, mais de gagner en transit, de gagner en service de transport le long du corridor pour que tout le monde puisse l'emprunter de manière à pouvoir aller plus vite et aussi aller dans la sécurité routière. Pour la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, ce projet s'exécutera sur 6 ans. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un corridor dit intelligent, piloté par le déploiement d'un système intégré d'information sur les transports et l'harmonisation des cadres de professionnalisation dans le secteur du transport routier entre les 3 pays. Donc, ce projet a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord un projet d'infrastructure qui vise à désenclaver la région du centre-est et à pouvoir faciliter la mobilité des populations
et à renforcer leur résilience. Et d'autre part également, comme son nom l'indique, c'est un projet de facilitation du transport qui permet de pouvoir renforcer les relations commerciales entre les trois pays et de pouvoir faciliter les délais de transit, de pouvoir aussi réduire significativement le coût du transport et de professionnaliser aussi les acteurs du secteur du transport le long du corridor. Le deuxième accord de financement signé entre le ministre de l'Économie et le représentant pays de la Banque africaine de développement est relatif au projet d'électrification et de développement des connexions à l'électricité. Il porte sur un montant total de 39 milliards de francs CFA, dont un prêt de 27 milliards et un don de 12 milliards de francs CFA. Ce projet est très novateur, en ce sens que déjà l'idée même de sa conception, elle est burkinabé. Et la BAD n'a fait qu'accompagner le gouvernement dans cette démarche-là, qui est celle d'étendre le réseau électrique à des quartiers périphériques et à des zones périurbaines, d'une part, mais aussi de faire en sorte que l'accès à cette énergie et que les conditions financières ne deviennent pas une barrière pour accéder à cette énergie. Et donc, il y a cette possibilité, quelle que soit la distance qui vous sépare du lieu où passe le courant, avec 3 000 francs, vous serez connecté au réseau d'électricité. Quitte à ce que, en fonction de coût, une répartition sur 3 ans soit faite pour que vous puissiez rembourser progressivement et que cela ne puisse pas déstabiliser les finances des ménages. Pour le ministre en charge de l'énergie, le projet d'électrification et de développement des connexions à l'électricité s'inscrit dans la vision du gouvernement burkinabé projetant l'accès universel des populations à l'électricité à l'horizon 2030. Il constitue l'un des projets phares de l'initiative Desert to Power de la Banque africaine de développement. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Parlement burkinabé a ouvert ses travaux ce mercredi. Une session qui met l'accent sur l'adoption du budget de l'État et sur une dizaine de projets de loi à examiner. En plus de ces points saignants de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur plusieurs sujets préoccupants pour les Burkinabés, tels la fermeture des frontières et la flambée des prix de produits de grande consommation. Michael Tougri et Simon Wissou. Au cours de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les parlementaires burkinabés auront à statuer sur une dizaine de projets de loi. Mais le plus essentiel est l'adoption du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022. Et au président de l'Assemblée nationale de rassurer que cette fois-ci, le budget de l'État sera bien simplifié pour permettre à chaque burkinabé de mieux contrôler les actions du gouvernement. Le budget citoyen permet aux contribuables citoyens de suivre les dépenses publiques et de se rendre compte des niveaux de déficit budgétaire et d'endettement, ainsi que de l'évolution des principaux indicateurs. Il est important que chaque contribuable, personne physique ou morale, grand ou petit, perçoive le lien entre ce qu'il paye comme taxes et impôts et les infrastructures telles les écoles, les routes, les hôpitaux qui sont réalisés par l'État. Alassane Bala Sekandi est aussi revenu sur plusieurs sujets qui défraient la chronique actuellement. Le dossier judiciaire relatif à la contrebande de carburant frelaté, la fermeture des frontières et la vie chère au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale invite les autorités à divers niveaux à y accorder une attention particulière. Au regard du caractère criminel des faits, tout en respectant la présomption d'innocence, l'Assemblée nationale accordera une attention toute particulière à cette affaire, dont l'extrême gravité requiert des sanctions exemplaires à l'encontre de quiconque y serait impliqué de près ou de loin. L'une des grandes préoccupations de l'heure des Burkinabés, c'est le renchérissement des produits de première nécessité. Les prix de l'huile et même du lait, du sucre, des céréales et des autres produits de grande consommation ont flambé de manière exponentielle. Mais aussi, convient-il de souligner que la mesure de fermeture des frontières avec les États voisins, particulièrement celle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a exacerbé le rythme de la valse des étiquettes dans notre pays. Sur la situation sécuritaire actuelle du pays, le président de l'Assemblée nationale félicite le gouvernement pour les différentes actions engagées et l'invite à mieux faire afin de garantir la paix à chaque Burkinabé. La commune de Ouagadougou lance une campagne contre les camions poids lourds dans la ville. Derrière cette activité de réglementation des horaires de circulation des gros porteurs dans la capitale burkinabé, la commune espère améliorer la mobilité et la sécurité routière dans le Grand Ouaga. La campagne précisément dénommée Stop aux poids lourds en ville a été lancée ce jeudi. Les détails avec Isidore Nyada et Fatimata Nikiema. En 2020, la ville de Ouagadougou a enregistré 7142 accidents de la circulation, dont certains cas occasionnés par des véhicules poids lourds, selon des statistiques. C'est fort de ces chiffres alarmants que le conseil municipal de Ouagadougou a décidé de réduire les accidents causés par les poids lourds. D'où le lancement ce 30 septembre de la campagne Stop aux poids lourds dans la ville de Ouagadougou. Stop aux poids lourds dans la ville de Ouagadougou, ça veut dire normalement on ne veut plus de poids lourds dans la ville de Ouagadougou. Mais il y a des poids semi-lourds qui seront autorisés selon une réglementation et des erreurs qui sont précises. Quant aux poids lourds, ils auront un itinéraire pour pouvoir traverser la ville et des horaires pour traverser la ville afin d'éviter d'encombrer non seulement la route et de gêner également la circulation et en portant le danger sur les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les gens qui vont en moto. La sécurité routière implique toutes les autorités compétentes, selon le représentant du ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Il loue donc déjà l'initiative de la commune de Ouagadougou. Les statistiques au niveau de nos grandes villes montrent que chaque année, nous avons quand même de nombreux accidents. Quand vous prenez ne serait-ce que les statistiques relevées par la police municipale seulement de Ouagadougou, nous avons eu plus de 7000 accidents, que ce soit en 2020 et en 2019. Et ces statistiques-là, quand vous regardez, il y a beaucoup de poids lourds qui sont impliqués là-dedans. Et tout le monde sait qu'au regard de leur gabarit, quand eux ils sont impliqués dans un accident, très souvent, ça présente des séquelles assez importantes pour les victimes. Donc vous avez des décès, vous avez des blessés très graves, et cela interpelle naturellement toutes les autorités au plus haut niveau. Après cette cérémonie de lancement, plusieurs activités sont prévues dans la ville afin que tous les acteurs de transport soient sur la même longueur d'onde. Des séances de sensibilisation, des cérémonies débats sont autant d'activités qui vont marquer cette campagne Stop poids lourds dans la ville de Ouagadougou. Nous allons faire une campagne de communication grand public à travers des affichages et des spots télé, à travers des rencontres et des causeries dans les différents lieux où stationnent ces camions, et à travers des rencontres également avec les syndicats des transporteurs et leurs fêtières, pour que nous puissions faire passer le message et que le message soit bien compris. Et nous avons jalonné également la ville de Ouagadougou de panneaux qui indiquent clairement où les différents camions peuvent circuler et où ils ne peuvent pas circuler, ainsi que les horaires. Le lancement de cette campagne fait suite à l'adoption par le conseil municipal de Ouagadougou d'un arrêté en date du 24 mai 2019 portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou. Dans la région du plateau central du Burkina à Zignaré, le centre de formation professionnelle et de référence s'ouvre aux hommes de médias. Du 28 au 30 septembre 2021, soit 72 heures de portes ouvertes pour l'établissement. Le premier jour de cette initiative a été l'occasion pour les responsables de l'institution de faire une visite guidée des lieux aux visiteurs tout en prenant le soin de présenter les avantages et les formations qualifiantes proposées par leur centre. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour le compte-rendu. Pour les activités marquant les journées portes ouvertes du centre de formation professionnelle et de référence de Zignaré, tout commence par cette immersion des journalistes. À travers cette journée dénommée Journée de la presse,
Les hommes de médias ont pu s'imprégner des différentes filières de formation dispensées dans ce centre de référence en matière de formation professionnelle. Ici, nous sommes dans l'atelier d'électricité où les apprenants sont formés en électricité bâtiment et électricité solaire. Si vous venez en électricité bâtiment ici, normalement, quand vous sortez, vous devez être capable, quelle que soit la maison, vous devez être capable de faire le dimensionnement et bien sûr, surtout la protection des maisons, des personnes et des biens. À la section froid et climatisation, les apprenants sont formés à diagnostiquer les pannes, réparer et installer les différents appareils de climatisation. Les élèves sont également formés à manipuler les frigos et les congélateurs. Mais dans cette unité, l'apprentissage commence par la soudure. Ce qui dit froid et climatisation, le circuit, c'est un circuit qui est fermé. Donc pour ouvrir le circuit, il faut couper puis souder. Donc c'est notre daba. Tant que tu ne maîtrises pas la soudure, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle la section froid et climatisation. Donc le BABA, c'est d'abord la soudure d'abord. À l'une des formations, les apprenants sont déjà aptes. Mais durant les une année-là, ils doivent faire 2 mois de stage sur le terrain. Donc ils ont 10 mois à l'école ici, au centre ici, et 2 mois dans un atelier. En plus de ces filières de formation, il y a également la mécanique automobile, la mécanique cycle, motocycle et la mécanique agricole. Dans notre atelier, nous faisons de la formation professionnelle en mécanique auto, mécanique agricole et mécanique des roues. Donc, en résumé, nous faisons 25% de théorie et 75% de pratique. En une année, et l'enfant sort compétent. Ceux qui viennent pour la mécanique automobile, ils ont un bonus en mécanique agricole et en mécanique des roues et en entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi. Plus d'une dizaine d'autres filières sont disponibles dans ce centre, dont entre autres la mécanique de précision, la menuiserie bois, la construction maçonnerie, la construction métallique, le dessin bâtiment, la boulangerie-pâtisserie, l'électronique industrielle et les techniques informatiques. Je dis que c'est le centre leader, c'est le meilleur centre de formation professionnelle. Il a acquis ce titre lors des Olympiades nationales des métiers. Mais ce n'est pas seulement là la question. Ce qui est important, c'est la qualité de la formation. Il faut dire que, en tout cas, les entreprises qui nous accompagnent reconnaissent la qualité des jeunes qui sont formés ici. Donc, de plus en plus, ces entreprises-là recourent donc, aux jeunes que nous formons. Et c'est ça aussi qui fait que nous pensons que le centre occupe une place fondamentale. Il faut préciser également qu'il fait partie des 3 grands centres nationaux, avec le centre d'évaluation de formation professionnelle et le centre de formation professionnelle industrielle de Bobo. Il fait partie des 3 grands centres nationaux qui ont un niveau d'équipement plus élevé que les autres centres. Les premiers responsables du centre de formation professionnelle et de référence de Zignaré entendent ainsi, à travers ces journées portes ouvertes qui se déroulent du 28 au 30 septembre, faire davantage connaître l'institution. Inauguré le 21 décembre 2010, ce centre de formation professionnelle et de référence de Zignaré a une capacité d'accueil de 400 apprenants selon son directeur général et est ouvert aux élèves du niveau 3e et première. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique forme les journalistes sur la fiscalité environnementale. Avec l'appui de son partenaire Luxembourg Aide et Développement, le dit ministère a tenu ce matin un séminaire d'information relative à l'environnement. Les représentants des médias avec de telles informations reçues sont invités à prendre le relais auprès des populations. Yacinthe Sawadougou. Comment réformer l'aspect transformationnel sur le comportement des individus et des sociétés afin d'avoir une fiscalité environnementale adéquate pour une transition effective du Burkina Faso vers une économie verte et inclusive? Tel est l'objectif recherché à travers ce séminaire d'information au profit des médias. La fiscalité environnementale ou l'éco-fiscalité pour le Burkina Faso constitue un ensemble de mesures sous forme de taxes, sous forme d'impôts ou de redevances dans les domaines de l'énergie, du transport, des ressources naturelles, de la pollution et des déchets, véritablement dans l'optique de permettre aux individus ou aux sociétés d'adopter un comportement éco-responsable.
Autrement dit, l'écofiscalité constitue un outil de gestion durable de l'environnement dans notre pays. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, cette formation revêt d'une importance capitale, en ce sens qu'il va permettre aux journalistes d'affiner leurs connaissances sur la fiscalité environnementale, mais aussi et surtout de porter l'information au public pour un changement de comportement. Il y a un certain nombre de réformes à opérer dans les secteurs donc, de transport, comme je le disais, dans le secteur des ressources naturelles, de l'énergie, etc., pour permettre à tous ces individus et à toutes ces sociétés de changer de comportement. Donc comprenez que quand on parle donc de réforme, il faudrait engager aussi un processus d'information, de sensibilisation de l'ensemble donc des parties prenantes. Donc c'est dans cette vision-là que le ministère de l'Environnement a envisagé une série donc de séminaires d'information. Aujourd'hui donc c'est les médias. Avant les hommes de médias, cette session d'information et de formation a touché d'autres publics cibles. Ce sont entre autres les décideurs politiques, les acteurs de la société civile et les parlementaires. Le ministère des Sports et des Loisirs a aux petits soins des joueurs burkinabés. Dominique Nana s'est rendu au chevet d'anciens footballeurs aujourd'hui souffrants. Le ministre s'est non seulement réjoui de la santé encourageante de ses protégés, mais également de ses possibilités d'intervention médicale au Burkina Faso. Au total, ce sont 4 anciens joueurs et 2 en activité qui ont été entièrement pris en charge par le ministère au centre médico-sportif à Ouagadougou, à Samitiam Touri. Il s'agit de l'ex-international Toussaint Natama, Drissa Baga, Bado Claude, Diallo Mohamed Divier qui ont subi des soins totalement pris en charge par l'État burkinabé en guise de reconnaissance pour le travail rendu à la nation. Après ces soins, il était de bon ton pour le ministre des Sports et des Loisirs de se rendre au centre médico-sportif pour faire le constat. Nous avons tenu à commencer par 4 joueurs. Je crois qu'il y a Bado Claude qui est suivi du côté de Bobo. Et à Ouagadougou, ici, nous avons eu Diallo Mohamed Vier qu'on a fait venir de Bobo parce qu'il fallait lui trouver une prothèse. Il y a Drissa Baga qui avait un problème de hernie discale pour lequel il fallait l'opérer du dos. Et il y a Toussaint Natama qui a été aussi suivi pour les différents troubles qu'il avait. C'est d'autant plus encourageant pour nous de voir qu'on a pu trouver ces solutions en interne, ce qui valorise l'expertise locale et c'est à l'honneur de nos médecins. Et comme je vous ai dit aussi, au niveau de ce centre, nous sommes en train de disponibiliser un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre une meilleure prise en charge des sportifs blessés. Donc c'est ce signal qu'on a voulu envoyer à l'ensemble de nos sportifs. Et pour dire aussi que ce n'est pas seulement les anciens sportifs, parce que même les sportifs qui sont en activité, aujourd'hui qui ont été blessés lors des compétitions, ont connu une certaine prise en charge. C'est naturellement une immense joie pour ces sportifs qui ne sont plus en activité de recouvrer la santé. Ils se disent très émus et reconnaissants également envers la nation. Actuellement, vraiment, ça va. Ça va beaucoup. Quand je suis arrivé, le ministre actuel, comme c'est mon ancien dirigeant, vraiment, il sait vraiment s'occuper de moi. Il a envoyé même d'abord le docteur Serré à Bobo. Il est venu me voir pour pouvoir voir tout ce qui ne va pas. Il n'a qu'à s'occuper de moi. Effectivement, je suis arrivé à Ouaga. Vraiment, je ne me plains pas. Je suis vraiment content. J'ai eu au moins mon protège. Je viens de commencer à marcher avec ça un peu. Donc, c'est eux qui ont pris tout ça en charge. Les examens n'ont pas révélé grand-chose. J'avais fait un AVC, ce que je ne savais même pas. Donc, ça a révélé j'ai des séquelles avec lesquelles je devrais vivre maintenant. Donc, comme au moins dans la tête, je sais que maintenant je suis en bonne santé, même si ce n'est pas... je ne pourrais pas retrouver toutes les aptitudes que j'avais, mais de toute façon, je peux encore vivre quelques années. Donc, Dieu merci, il n'y a pas grand mal. Ces anciens sportifs et sportifs en activité ont été suivis par des médecins sportifs spécialisés dans le domaine. Selon le premier responsable, des soins de qualité ont permis à ces personnes d'acquérir complètement la santé. Oui, vous pouvez les voir. Je pense que Ouedraogo Oumar Farouk il est déjà sur le terrain. Il s'entraîne, il joue bien. Et l'autre, Dera, lui, il avait toujours des problèmes de rééducation. On est toujours sur ça. Mais je peux vous assurer qu'ils vont retrouver le terrain comme il le faut.
Le centre médico-sportif n'est pas officiellement ouvert, mais reçoit d'ores et déjà plusieurs sportifs et non-sportifs souffrant de maladies spécifiques. Il a été créé en vue de permettre à toute personne souffrante de pouvoir se soigner sans faire recours à une évacuation sanitaire à l'extérieur. Et puis nous terminons en Côte d'Ivoire. Une enquête sur des faits allégués de viol a été ouverte par la justice contre le ministre de la Réconciliation. Les faits présumés se seraient déroulés en avril dernier dans la ville de Divo, à 200 km d'Abidjan. Le candidat à la présidentielle, Kwadwo Konan-Bertin, a rejeté ces accusations et déposé une plainte contre son accusatrice pour escroquerie et diffamation. À Abidjan, les réactions se multiplient après que l'artiste camerounaise Sophie Densia a porté plainte contre le ministre ivoirien de la Réconciliation, Kwadwo Konan-Bertin, qu'elle accuse de viol. La Ligue ivoirienne des droits des femmes a promis d'apporter son soutien à la plaignante, alors que la justice ne lui accorde ce droit que dans l'hypothèse où il aura été mis hors de cause. Le ministre ivoirien a lui aussi déposé une plainte contre l'artiste camerounaise pour escroquerie et diffamation. Les deux dossiers sont traités par la justice. Pendant ce temps, plusieurs appels à la démission de Kakabe, transfuge du PDCI RDA d'Henri Konan-Bédié et candidat indépendant lors des élections de 2020. Seul candidat de l'opposition, il avait recueilli près de 2% de voix et se voyait 2 mois plus tard confier le poste de ministre de la Réconciliation. Fin de cette édition. Merci à tous. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.